Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aux ETF actifs. Pour beaucoup, les ETF sont des produits qui répliquent un indice. Pourtant, le marché a évolué avec l'émergence des ETF actifs, qui connaissent actuellement une forte croissance. En seulement 5 ans, ces ETF sont passés de moins de 200 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars dans le monde. En Europe aussi, la dynamique est assez forte, puisqu'on a eu une progression sur l'année 2024 de 38 milliards de dollars à 64 milliards de dollars. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de ces produits ? Comment s'intègre-t-il dans une stratégie d'investissement? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir Roxane Philibert, responsable ETF chez Fidelity International. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on y répondra en fin de webinaire. Donc, on entend souvent parler des ETF et on les considère comme des produits passifs répliquant un indice. Mais ici, on va parler d'ETF actifs. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre une approche active et une approche passive des ETF? Oui, bien sûr. Donc ouais, je pense qu'il y a eu un peu un moment où vraiment ETF était synonyme d'indiciel. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'ETF, c'est vraiment une enveloppe juridique qui permet vraiment d'être utilisée pour différentes stratégies, que ce soit indice ou active. Et si on regarde un petit peu les caractéristiques principales d'un ETF, finalement, c'est d'être diversifié comme un fonds, mais que vous pouvez traiter sur les échanges comme une action. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on peut vraiment avoir une stratégie qui peut être un ETF, mais de manière active ou passive. Alors, quand elle est passive, généralement, l'ETF va devoir suivre un index de référence et le répliquer de manière très précise. Quand on est sur un ETF actif, on a une stratégie qui est beaucoup plus libre avec des résultats qui vont être un petit peu différents que de suivre l'index, mais de, par exemple, générer une surperformance ou générer un peu plus de rendement, de yield. Et donc ça va vraiment être le cœur de l'ETF actif, de pouvoir offrir un autre résultat. Maintenant qu'on a cette distinction en tête, parlons de la gestion active dans un ETF. Comment elle fonctionne concrètement et en quoi est-elle différente d'une gestion active qu'on va trouver dans un fonds plus classique? Oui. Alors, je pense que la gestion en elle-même peut être la même au sein d'un ETF ou au sein d'une gestion purement fonds mutuel actif. Malgré ça, on voit quand même qu'il y a des différences, puisqu'en fait, déjà, il faut répondre aux attentes d'un ETF qui doit être assez liquide. Donc, on doit être sur un marché quand même où les sous-jacents qui sont utilisés sont assez liquides. Donc, ça différencie un petit peu l'offre. Et puis aujourd'hui, en fait, on remarque que la plupart des ETF actifs, inclus ceux de chez Fidelity qu'on a aujourd'hui, en fait, sont un petit peu moins risqués en termes d'approche. On ne va pas chercher à être complètement loin de l'indice de référence. On va toujours être à des niveaux de risque assez proches de l'indice de référence. Donc, par exemple, si on regarde un petit peu les niveaux de tracking error, pour ceux qui connaissent un petit peu ce principe, donc de déviation par rapport à l'indice de référence, sur des fonds mutuels traditionnels actifs, on est généralement autour de 5 et ça peut aller peut-être jusqu'à 8-10%. Sur un ETF actif, à l'heure d'aujourd'hui sur le marché, on est plutôt sur des niveaux de 2%, voire un petit peu en dessous. Donc, un petit peu moins risqué par rapport à l'indice de référence. Et donc, des portefeuilles qui sont peut-être un peu moins concentrés un peu moins concentrés que de la gestion mutuelle active traditionnelle. L'un des grands avantages des ETF actifs, c'est qu'ils sont accessibles aux particuliers. Comment un investisseur peut optimiser son épargne avec ce type de support? Donc, l'ETF actif, en fait, va offrir exactement les mêmes bénéfices qu'un ETF passif. C'est-à-dire qu'ils vont être à moindre coût, donc par rapport à des fonds mutuels traditionnels qui peuvent être un petit peu plus chers. Donc déjà, ça va moins réduire la performance puisque vous avez des coûts qui sont moins chers. Et puis, il y a de la transparence, il y a de la liquidité. Donc, chaque personne peut aller sur des plateformes et acheter ses ETF de manière bien plus simple que parfois des fonds mutuels traditionnels. Et en fait, cette enveloppe va être très efficace en fait pour générer de la performance sur le long terme parce que, on le disait, avec moindre coût. Et aussi le potentiel de surperformance. Parce qu'aujourd'hui, si on a une surperformance de peut-être 1 ou 2% par an, cumuler sur le long terme, sur du 5, 10, 20 ans, ça peut vraiment faire la différence et ça permet d'optimiser l'épargne pour battre un petit peu les indices, le marché de référence et générer cette surperformance sur le long terme. Aujourd'hui, on est dans un contexte de marché avec une forte volatilité. Malgré tout, on va toujours chercher une forte performance, toujours ajustée à son risque. Dans ce cadre, comment voyez-vous l'avenir des ETF actifs? On a vu qu'ils se développaient fort. Et est-ce que ça va vraiment devenir une solution incontournable pour nos investisseurs? Donc, l'ETF actif permet d'être plus flexible. Et en fait, au lieu de suivre un indice de référence à l'aveugle, vous allez pouvoir avoir des spécialistes qui sont là pour justement
garder un petit peu les mêmes risques, les caractéristiques de ce marché de référence, mais en ajustant les positions. Et donc, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de contrôle sur les risques aussi, parce qu'on n'est pas, voilà, on suit pas à l'aveugle cet indice de référence. On va pouvoir être plus flexible et ajuster les portefeuilles pour contrôler ces risques au sein des portefeuilles. Et donc, en période de haute volatilité, comme on l'a vécu sur les marchés sur les dernières semaines, on va pouvoir avoir un positionnement un petit peu différent que les indices de référence reflètent. Et généralement, les indices sont largement achetés par beaucoup d'investisseurs, donc il y a une concentration sur ces indices-là. L'ETF actif permet un petit peu de diversifier et de prendre des décisions en termes de gestion des risques au sein de ces portefeuilles. Lorsqu'un investisseur choisit un ETF actif, il attend souvent, et vous l'avez dit, une surperformance par rapport au marché. Est-ce que c'est réellement possible de conserver cette performance sur le long terme avec un ETF actif? Et quels sont les éléments clés d'un ETF actif pour surperformer son indice? Alors déjà, je dirais qu'il y a plusieurs types d'ETF actifs et on a des convictions qui sont différentes au niveau des ETF actifs. Donc, on a des niveaux de risque et des niveaux de surperformance qui sont différents selon les produits. Donc déjà, il faut bien comprendre ça et quel est l'objectif du produit. Ensuite, sur la consistance de cette performance, évidemment, elle va être vraiment sujet à la recherche qui est derrière. Et ne créer un ETF actif ne va pas dire par magie la surperformance va arriver. L'idée, c'est vraiment d'avoir une recherche et d'avoir des analystes qui peuvent vraiment donner les bons signaux pour justement avoir générer cette surperformance sur le long terme. Et donc, la qualité de la recherche ou du modèle propriétaire qui sont derrière en fait ces ETF va être vraiment la clé très importante pour pouvoir surperformer sur le long terme. Vous venez de le dire, la recherche, c'est fondamental pour aller chercher la performance. Parlez-nous justement de la recherche Fidelity. Comment vous faites pour aller chercher cette surperformance? Oui. Alors, chez Fidelity International, donc on a plus de 130 analystes qui sont un petit peu spécialisés par secteur et par zone géographique. Et en fait, leur recherche va être directement intégrée dans nos ETF actifs. Donc, en fait, ils vont analyser des milliers d'entreprises. Il y a à peu près 2000 sociétés qui sont couvertes, pour lesquelles ces 130 analystes vont vraiment fournir des recommandations à l'achat ou à la vente. Et en fait, chaque analyste va vraiment être spécialisé sur son secteur. Donc, si par exemple, on prend les entreprises énergétiques aux États-Unis, on va avoir un analyste qui est spécialisé sur ce segment, qui va pouvoir regarder comment se comporte le secteur, quelles sont les politiques de réglementation, quelle est la concurrence, etc. pour chaque entreprise, et générer justement cette recommandation et des scores de conviction, en fait, va donner quasiment un classement dans son propre secteur pour pouvoir générer des signaux. Et ces signaux vont être directement intégrés dans la création du portefeuille de l'ETF. Et par exemple, si on a une entreprise qui est très, très bien notée avec des scores de conviction très hauts, il va pouvoir être surpondéré dans l'ETF, donc avoir un poids un petit peu plus élevé que celui qu'il a dans l'indice de référence. Et donc, c'est comme ça qu'on utilise la recherche de Fidelity dans nos ETF. Pour conclure, parlez-nous de vos ETF que vous proposez chez Fidelity International et que vous mettez à disposition des investisseurs. En quoi ils sont particuliers et en quoi ils peuvent constituer des opportunités intéressantes dans le contexte d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, chez Fidelity, donc, on a plus de 20 produits, 20 ETF qui représentent environ 9 milliards d'encours. Donc, on a vraiment eu un intérêt des investisseurs croissant pour ce genre de stratégie. Et c'est vrai qu'on a une gamme qu'on appelle donc cette gamme Fidelity Research Enhanced. Et donc là, en fait, la gamme porte très bien son nom. Le but, c'est vraiment de enhance, donc améliorer le portefeuille par rapport à un indice de référence. Et en l'améliorant comment? Grâce à notre recherche. Et donc, on a par exemple un fonds, je peux prendre l'exemple sur les US, donc sur les États-Unis, où voilà, c'est un fonds qui est constitué uniquement d'entreprises américaines. Et donc, cet ETF va par exemple avoir 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'améliorer justement la performance en ayant vraiment des entreprises qui sont notées positivement par notre recherche fondamentale. Et donc, ces analystes qui vont pouvoir vraiment envoyer leurs signaux pour qu'on ait une allocation un petit peu plus importante sur ces sociétés-là et générer de la surperformance. Le deuxième, c'est qu'on intègre aussi des critères d'ESG et de durabilité dans ces ETF. Donc, généralement, on a un profil de développement durable et de considération ESG
ESG, qui est meilleur que l'indice de référence. Et le troisième objectif, c'est vraiment de faire ça de manière contrôlée en termes de risque. Parce que par exemple, on ne va pas avoir de déviation trop loin par rapport à l'indice de référence, donc ça peut être comme le MSCI USA Index. Et donc, on va être très proche de cet indice-là si on regarde un petit peu l'approche sectorielle. Donc, par exemple, si vous regardez les entreprises liées à la tech, vous aurez la même proportion d'entreprises de la tech sur notre ETF Research Enhanced que sur l'indice de référence du marché. Pareil sur les expositions des pays. Bon, là, en l'occurrence, c'est sur les US, donc on a la même proportion. Mais vraiment, d'avoir des portefeuilles qui s'éloignent pas trop pour avoir vraiment un profil de risque assez limité dans ces portefeuilles. Merci pour ces éclairages très précis. Maintenant, passons aux questions de nos auditeurs. Alors, y a-t-il un écart de frais entre un ETF classique et un OPCVM sur, par exemple, un même secteur ou une même zone géographique? Alors, sur les ETF, en fait, on va avoir une compression quand même des frais de gestion, surtout ce qui est passif. Donc, aujourd'hui, on voit des ETF qui sont purement passifs sur des indices de référence très larges qu'on connaît tous, qui sont vraiment plus bas et donc qui vont avoir des frais de gestion plus bas. Maintenant, ces ETF-là, pour vous donner un ordre de grandeur peut-être, l'ETF dont je viens de parler, on est à 0,20%, donc 20 points de base sur cet ETF, ce qui est largement en ligne avec le reste des ETF passifs. Généralement, on a des ETF passifs qui sont autour de 5 points de base, donc 0,05%, mais on a des ETF qui sont passifs, qui sont aussi qui montent jusqu'à 0,50%, 0,60%. Donc, on se situe un petit peu au milieu. Après, pour de la gestion plus active des fonds mutuels traditionnels, là, on va généralement être en dessous pour ces ETF-là, avec de la gestion active dans des fonds mutuels qui va plutôt tourner autour de 1%, voire un petit peu plus pour des parts un petit peu plus différentes. Et en plus, ce qui est important sur l'ETF, c'est qu'on a une share class, on a un prix, et donc on a un instrument qui va être utilisable par toutes sortes de clients. Donc que ce soit les banques centrales, les clients institutionnels ou les clients plus particuliers, ils vont tous utiliser le même produit avec le même prix. Merci. Alors, comment savoir facilement si un ETF est actif? Alors, c'est une bonne question. Normalement, dans la documentation, on va avoir des informations sur le prospectus. Donc, si vous regardez le prospectus, vous devriez voir en fait si l'ETF cherche à répliquer le plus étroitement l'indice. Généralement, il y a des langages qui sont comme ça pour les ETF passifs, alors qu'ils ne vont pas être possibles, enfin qui ne vont pas être inclus dans tout ce qui est ETF actif. Donc vraiment, si l'objectif, et normalement ça va être dans les objectifs principaux de l'ETF, donc que ce soit sur le site ou que ce soit sur les documents généralement marketing de ces ETF, un ETF passif doit répliquer le plus précisément possible l'indice de référence. C'est une notion qu'il n'y aura pas dans les ETF actifs. Merci. Peut-être plus une question pour Maxime. Sur quel produit Alta Profit peut-on trouver des ETF actifs? Alors aujourd'hui, on peut trouver l'ETF qu'elle vient de citer sur les produits Alta Profit Vie, Alta Profit Capi et également l'hyper. Merci. Quelle est la différence entre une SICAV et un ETF actif? Alors, ça va être une enveloppe juridique un petit peu différente. L'ETF, il a la particularité de pouvoir être traité comme une action. En fait, quand vous achetez une action d'une entreprise du CAC 40, en fait, quand vous achetez un ETF, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez l'acheter tout le temps, c'est très liquide et vous pouvez, on appelle en fait les ETF Exchange Traded Funds parce qu'en fait, ce sont des fonds qui sont traités sur les échanges. Donc, finalement, en termes de diversification, en termes de risque, ça peut être exactement la même chose. La seule différence, c'est comment ces ETF ou comment ces fonds vont être achetés. Merci beaucoup. Alors, quel est le taux de rotation moyen d'un ETF actif et comment cela peut-il affecter son rendement? Alors, encore une fois, très bonne question. Donc, le taux de rotation, c'est ça? Taux de rotation, il va être à peu près de 20 à 30%. Selon les expositions, mais en règle générale, en fait, on va être en ligne avec les rotations des ETF passifs. Donc, on ne cherche pas à faire jour après jour, de changer les allocations. Si vous voulez, il y a des rebalancements qui sont
trimestriel. Donc, on n'essaye pas tous les jours de réajuster les positions parce qu'en effet, ça augmenterait les coûts de transaction et donc ça pourrait supprimer un petit peu de cette surperformance. Donc, on essaye vraiment de rester à des niveaux qui sont très proches des ETF passifs. Merci. Alors, si j'investis déjà dans des ETF passifs en assurance vie, quel est mon intérêt de basculer vers des ETF actifs? Alors, l'intérêt, si on bascule complètement, c'est vraiment d'avoir toujours cette allocation de cœur au sein des portefeuilles et donc d'avoir un petit peu une allocation très similaire. Finalement, si vous changez d'un ETF passif US à cet ETF Research Enhanced, en fait, vous allez avoir quasiment les mêmes typologies de risques. Mais vous allez pouvoir avoir un modeste alpha, donc une surperformance par rapport à l'indice de base qui n'était pas forcément possible ou qui n'était pas du tout possible sur un ETF passif. Donc, encore une fois, on ne cherche pas sur ces produits-là qui sont assez contrôlés en termes de risque, on ne cherche pas une surperformance de 5-6% par an. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche peut-être 1-2% de surperformance par an et cumulé sur le long terme, c'est là où on voit vraiment la différence. Les ETF actifs ont-ils un tracking error maximum et est-ce un critère à surveiller? Alors oui, c'est un critère à surveiller, en tout cas selon son profil de risque. Dans nos ETF et dans la plupart des ETF qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, les contraintes de tracking error n'existent pas forcément. Et donc notre produit, c'est le cas. Je vous ai cité en dessous de 2%, mais c'est pas un objectif pur et dur de la stratégie. L'objectif de la stratégie, c'est d'avoir des contraintes au niveau des entreprises, de la pondération du poids des entreprises et de la déviation sectorielle ou factorielle, tous les facteurs de risque en fait. Et naturellement, va se découler une tracking error qui est assez faible. Mais c'est pas une contrainte pure et dure du modèle, c'est juste un résultat. Évidemment, il faut la contrôler parce que si on vous vend quelque chose avec un faible risque par rapport au benchmark, il est préférable de rester en ligne avec ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce que si j'investis dans un ETF actif, je vais percevoir des dividendes? Alors oui, comme un ETF passif, vous avez différents types de classes. Vous pouvez avoir des classes qui distribuent ou des classes qui accumulent les dividendes. Et donc ça, c'est purement dépendant de l'ETF en lui-même, mais il peut y avoir des distributions ou pas, exactement comme un ETF passif. Et dans le vôtre? Alors là, aujourd'hui, on est sur de l'accumulatif. Et donc, en fait, les dividendes sont réinvestis directement dans l'ETF. Donc aujourd'hui, c'est une classe de capitalisation. Merci beaucoup. Donc, les ETF actifs peuvent-ils changer complètement leur allocation en fonction des conditions de marché ou sont-ils contraints par certaines règles? Alors, donc comme je l'expliquais, ça va dépendre vraiment de l'ETF en question. Sur la stratégie que j'ai mentionnée et sur les stratégies Fidelity, c'est vraiment, ils sont contraints. Donc, ils ne pourront pas changer d'allocation puisque de toute façon, ils sont aussi très liés à l'allocation du marché en général. Donc, si vous avez la tech qui fait 20% dans un fonds, dans un indice de référence, en fait, on va devoir garder ce 20% en termes d'allocation sur cet ETF actif. Donc, la seule chose qui peut changer, c'est vraiment la pondération, le poids des entreprises. Et encore une fois, il peut changer de 1% au plus ou au moins. Et donc, vous n'aurez pas des changements drastiques d'allocation au sein de ces ETF que nous proposons aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Je te laisse conclure. Merci. Donc, nous avons à la fin de ce webinaire un grand merci à tous pour vos questions très intéressantes. Merci à Roxane Philibert, donc responsable produit ETF chez Fidelity International, de nous avoir apporté son expertise sur cette nouveau type d'investissement. Nous espérons que ces échanges vous a permis de mieux comprendre ces instruments financiers que sont les ETF actifs et leur place dans un portefeuille d'investissement. Si vous souhaitez approfondir ces questions, n'hésitez pas à contacter un conseiller Alta Profit. Je vous rappelle que le webinaire sera en replay dès demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.